Un peu de silence, s'il vous plaît. Avec le concours de Jean Negroni, René Clermont, Jean-Jacques Steen, Bernard Calais, Édith Loria, Rosine Favet, Sabine Ravel, Suzanne Michel, Jean-Louis Maury, un conte de José Pivin. Fermez vos cahiers. Ils étaient 4 musiciens déambulants. Deuxième partie. Déambulants qui allaient de ville en ville. Ils n'ont pas encore d'automobile, mais ils ont des pneus à leurs souliers. Souliers tout mouillés, avancez sur le sentier. Souliers tout mouillés, avancez sur le sentier. Ils étaient en effet 4 musiciens déambulant de ville en ville et jouant des airs très simples qu'ils avaient appris le long des routes. Mais ce matin-là, il n'y en avait plus qu'un. Celui qui jouait de la clarinette, tranche 2, était devenu un écureuil parce qu'il avait préféré manger chaque jour les noisettes de la forêt qu'être privé de tout comme musicien. Celui qui jouait de la trompette, Joseph on ne sait pas quoi, avait été transformé en lièvre parce qu'il avait préféré le gîte et la fourrure qui tient chaud au manteau râpé de musiciens miteux. Celui qui jouait de la flûte, Frémisson, était devenu champignon parce qu'il avait si mal aux pieds qu'il ne pouvait plus supporter les marches sous la pluie dans des souliers troués. Il ne restait donc plus qu'un musicien déambulant ce matin-là, Bonbonnette, le joueur de trombone aux joues toujours plus rouges qu'un bocal à poisson rouge. Incapable de jouer autre chose que des accompagnements, il avait pourtant décidé qu'il resterait musicien et il marchait seul, à la recherche de la musique qui fait sourire les aubergistes même quand on ne les paye pas. Malgré une nuit passée à marcher sous la pluie, c'est presque joyeux qu'il se dirigeait vers une ville qui n'était ni Chevny, ni Garosy, ni Mirmigny-les-Souris, enfin aucune des villes où il avait l'habitude d'aller, mais qui n'en paraissait pas moins pleine de possibilités de joie sous ses toits fumants au soleil, là-bas, à un quart d'heure de marche, en descendant entre des prairies d'où s'envolaient des merles, quand 2 jeunes villageois s'en approchaient. En trouves-tu beaucoup? Oui? Et toi? Moi non. Viens ici. Au lieu de te pavaner dans les pâturages, en levant fièrement les pattes comme une poule blanche échappée du poulailler. J'arrive, mon petit coq. Ne te mets pas en colère. Si je lève les pattes, c'est que l'herbe est mouillée. On enfonce. Montre ton sac. Combien d'escargots as-tu ramassé? Je les ai pas comptés, regarde. Rien qu'en tâtant la toile, on a vite fait l'inventaire. C'est maigre. Il y en a 8. Moi, j'en ai déjà plus de 300. Avec la pluie de cette nuit, ils sont tous sortis. J'ai vu des limaces, des vers de terre. Les merles les avalaient comme des anguilles.
Mais pas d'escargot. Enfin, presque pas. Je t'ai déjà dit qu'il fallait fouiller les haies et le long des fossés. Les escargots ne se promènent pas dans les prairies. Ils ne mangent pas d'herbe. Ce ne sont pas des vaches. Oh, que tu es savant, Bernard. Avec toi, on apprend toujours quelque chose d'utile. Ne parle pas tant et cherche. Il va falloir rentrer à l'auberge, toi pour préparer les tables de la salle à manger, et moi pour m'occuper des bêtes. Oh, laisse-moi le temps de souffler. Nous sommes partis dans la nuit avec des lanternes pour cette chasse à l'escargot et j'ai à peine dormi. Le patron n'avait plus d'escargots dans les cages. Il fallait profiter de la pluie. Ce sera sans doute la dernière récolte. Après, il fera trop froid. Allons, dépêche-toi, ils commencent à rentrer dans leur trou. On ne voit plus que la trace de leur bave. J'appelais cela des chemins de lune quand j'étais enfant. Et je croyais que ces sentiers menaient à des mystères. Quel mystère. Les mystères, pour moi, c'était des fougères. Tu te rappelais sans doute ce que tes parents disaient de la forêt sauvage? Celle qui est là près de nous, au bout du chemin, où tu trouves tant de petits gris. Je comprends maintenant pourquoi tu ne voulais pas venir. Tu avais peur de la forêt des arbres qui parlent. Eh bien oui, il fait toujours nuit entre ces sapins. Et une fois, mon père m'y avait emmené. J'ai entendu des craquements terribles. Tous les bois craquent. Écoute! Écoute, Bernard! Nous nous sommes trop approchés de la lisière. Ce n'est pas un arbre qui parle, mais un brave homme qui chante, enfin, qui chantonne. Oh! Je le vois maintenant! Il est tout hérissé de bagages, un vrai buisson. Chut. Il approche. Il paraît vouloir nous demander quelque chose. Ce n'est qu'un musicien déambulant. Bonjour, jeunes habitants De Froideville. À Froideville. Eh bien, nous qui nous croyons dans la direction de Swap, nous nous sommes complètement égarés. Avec la brume qu'il faisait, ce n'est pas extraordinaire. Vous dites, nous sommes? Bah, vous n'étiez donc pas tout seul? Non, nous étions 4 musiciens déambulants. Mais il y en a 3 qui ont préféré ne pas me suivre. Où sont-ils arrêtés? Dans la forêt. Ils y sont encore? Certainement. Oh! Quoi? Un lièvre. Oh, si j'avais un fusil. Ah non, mais vous n'en avez pas. Non, c'est dommage. Sans ça, le capucin était bon pour le cirque. Il aurait appris à faire la culbute. Vous l'auriez tué? Bien sûr. Vous aimez les bêtes, monsieur? Oui. Oui, enfin les bêtes, quand elles ne sont pas bêtes. Un peu comme les hommes. Pas des mouches ou des moustiques, quoi. Oui. Et que font vos amis dans la forêt? Ah ben, je n'en sais rien. Ils étaient fatigués. Ils me rejoindront plus tard. Sauf... Oh, il ne peut rien leur arriver. Même les voleurs n'osent pas trop s'aventurer dans la forêt des arbres qui parlent. Et les arbres même, quand ils parlent, ne sont pas dangereux. Qu'en sais-tu? J'y suis allé 100 fois. On y trouve de tout en abondance, et jamais personne ne m'a dérangé. Tu fais certainement peur toi-même à tout le monde. Tu aurais dû être gendarme au lieu de valet à l'auberge de la casserole qui réjouit. Une auberge? Ouais, indiquez-moi le chemin qu'il faut prendre pour y arriver, s'il vous plaît. Mais vous suivez le chemin. Bientôt, il n'y aura plus de haies et vous découvrirez le village. L'auberge en est la première maison. Oui, vous dites la casserole qui réjouit? Moi, j'aurais préféré la casserole qui déborde. J'aurais pu recueillir ce qui serait tombé. N'y comptez pas trop. Demandez à Edith. Ah, la maison est toujours propre. Jamais rien ne tombe à terre. Du moins, quand c'est le patron qui le tient. Alors je chercherai plus haut. Je ne suis pas venu ici pour manger, quoique... Enfin. Au revoir, jeunes gens. Je vous reverrai peut-être. Et voici Bonbonnette se dépêchant le plus que lui permettent ses fardeaux et sa fatigue, vers l'auberge qui forme l'angle de la rue à l'entrée de la ville. Une auberge avec un toit d'ardoise neuve qui paraît vouloir cacher les yeux que forment 2 lucarnes. De larges marches en pierre blanche s'offrent au devant du voyageur comme un embarcadère au bord d'un fleuve. Et, à côté de l'escalier, il y a un porche ouvert à 2 battants comme un buffet donnant sur la cour où picorent des volailles, piétinent un âne et des chevaux, grognent des cochons, marchent des pigeons. L'aubergiste, un homme musclé, vient d'ouvrir la porte qui donne sur la rue et hume l'air du matin, celui qui amène les voyageurs affamés. Beau temps. Enfin, voilà le beau temps. Après 8 jours de pluie.
Ah, les voitures des voyageurs vont rouler sur les routes. Et la porte va s'ouvrir comme une trappe où se prendront des pièces d'argent au tintement joyeux. Petits poissons auxquels j'ai appris à sauter dans mon porte-monnaie au premier signal. Ah. Voici un bruit d'attelage. Le bonnetier, peut-être. Ah, il ne va pas vite. Les chevaux doivent être fatigués. Bon, évidemment, s'ils ont trotté toute la nuit pour traverser la forêt. Oui, il n'est que 8 heures du matin. Ils prennent le tournant. Ah, je vais bientôt les voir. Oh, c'est ce bonhomme qui fait ce bruit à lui tout seul? Bonjour. Bonjour. Je voudrais parler au patron de l'auberge, s'il vous plaît. C'est moi? Que veux-tu? Je voudrais vous demander s'il n'y aurait pas moyen de gagner de quoi manger chez vous. Oh, pas grand-chose. Gagner? Ah, mais on ne gagne pas d'argent chez moi, mon bonhomme. On le perd. Hein? Comprends-tu? Non, mais croyez bien que je ne vous demande pas l'aumône. Je ne suis pas un mendiant. Ah, heureusement. Sans ça, je ne t'aurais pas répondu et j'aurais lâché mes chiens. Non, je suis un musicien. Ah. Et alors? Oui. Je voulais vous proposer de jouer pendant les repas. Les voyageurs aiment cela. Et puis, pendant qu'ils écoutent la musique, ils ne se rendent pas bien compte de ce qu'ils mangent. Crois-tu que ce soit nécessaire? Hein? Chez moi, tout est succulent, musicien. Tiens, lis le menu d'aujourd'hui. Oui. Pâté de perdreau, truite au four, rôti d'oie au flageolet, oh là là, salade de cresson au jus de veau, oh, fromage de maroilles, tarte aux framboises. Oh. Eh bien, que t'arrive-t-il? Pourquoi t'assois-tu sur les marches de mon escalier? Si l'on te voit, les autres voyageurs n'oseront pas s'arrêter. Non, allez, lève-toi. Rôti d'oie au flageolet, tarte aux framboises. Oh, j'ai failli étouffer. Avec quoi? Tu n'as rien mangé. Avec ma salive. Bon, alors avale ta salive tant que tu voudras, mais ne crache pas sur mon escalier. Ah non, ne vous inquiétez pas, je ne vais pas le salir, votre escalier. Je vais plutôt vous jouer un petit air. Tu as de la chance que j'ai le temps de t'écouter ce matin. Tiens, allons dans la cour. Hein, là, au moins, si tu indisposes les ânes et les dindons, peu importe. Hein. Quoique les chatouillements d'oreilles les rendent hargneux et gloutons. Écoutons ce que tu sais faire. Et voilà. C'est tout? Je peux continuer si vous voulez. Ah non, je veux dire... c'est tout ce que tu es capable de jouer. Et oui, je ne sais jouer que les accompagnements. Mais c'est très agréable. On peut imaginer tout ce qu'on veut sur un accompagnement. Ainsi, en levant leur petite cuillère emplie de crème chantilly, les jeunes filles vont revoir le visage pâli d'un amoureux laissé au crépuscule sur la place. Tandis qu'ils écraseront contre leur palais les flageolets moelleux du rôti d'oie, les commerçants penseront avec émotion aux tissus qu'ils déchirent d'un coup sec, après les avoir mesurés fièrement pour les vendre. Les dames des commerçants suceront leurs fourchettes encore ointes de pâté de perdreau, en fermant les yeux sur des nuages roses où se fondent les souvenirs d'enfance. Les soldats, en mâchant le cresson au jus de veau, rêveront à la tiède cuisine de leur grand-mère, et les grands-mères en mangeant... Assez! Est-ce que tu te moques de moi, double cerise aux joues d'écrevisse? Non! Alors va-t'en! Va-t'en! On peut imaginer tout ce qu'on veut sur mes accompagnements. Moi, j'imagine le bruit d'une paire de bottes qui dégringole les marches de mon escalier. Veux-tu filer, grosse bonbonne à fausse note? Et ça ose vous dire, je suis musicien. Mais allez, oust! Plus vite, allez! Oust! Villefroide commence à s'animer.
Partout les portes se sont ouvertes. On nettoie les carreaux, on regarde la rue où les pavés n'ont jamais été si propres. Bonbonnette, toujours chargée de ses 4 instruments de musique, avance de plus en plus péniblement entre les boutiques. De temps en temps, il trébuche sur les pavés trop lisses. Il pense au cadeau de l'oiseau qui se trouve dans sa poche. Mais il ne le touche pas. Il a trop peur d'être transformé comme l'ont été ses amis. Il veut rester musicien. Un pauvre musicien déambulant de ville en ville, à la recherche de la plus belle musique. Le voilà qui s'arrête et s'assoit sur une de ces bornes qui servaient autrefois aux cavaliers à remonter plus facilement en selle. Au-dessus de lui, des voix fraîches sortent d'une fenêtre, tombent dans la rue et lui font du bien. Il s'est arrêté devant la maison d'une couturière, juste sous l'atelier où travaillent les apprentis. Où est le fil blanc? Oh, qui a pris mon fil? Oh, mais regarde à tes pieds, mais tu le verras. Mais où? Mais évidemment, mais si tu marches dessus, tu ne le verras pas. Ah, le voilà. Attention! Oh, tu as failli me crever un œil avec tes ciseaux. Oh là là, mes enfants! Comme cette matinée est longue. Regardez comme il fait beau dehors. Oh, il y a un musicien juste sous nos fenêtres. Un musicien? Oui, il ressemble à un tas de cailloux effondrés. Oh oui, c'est certainement un musicien. Il a 4 instruments de musique près de lui. Si nous lui demandions de jouer un air pour nous. Demande-le lui. Hep! Monsieur le musicien! Monsieur le musicien! Mais il dort. Hep! Et que voulez-vous, mesdemoiselles? Est-ce que cette borne est à vous? Je ne l'use pas en m'asseyant dessus, vous savez. Mais il ne s'agit pas de ça. Nous voudrions vous demander de nous jouer un de vos airs. Cela fera entrer un peu de fraîcheur dans l'atelier. Toutes les plantes crèvent ici. Pas assez de lumière. Je ne sais pas jouer grand-chose. Rien que des accompagnements. Mais enfin, êtes-vous musicien ou non? Oui, mais je suis un musicien qui cherche la musique. Vous l'avez perdue. Elle est partie comme un chat sur un toit. Plutôt, je ne l'ai pas encore trouvée. Enfin, je vais vous jouer ce que je sais jouer sur mon trombone. Il n'y a pas plus de 2 notes. Et c'est peut-être vous qui allez me broder une jolie petite chanson là-dessus, n'est-ce pas? Oui, peut-être. Oui, mais jouez. Bon, je commence. 1, 2... Assez. C'est tout ce que vous savez faire? Oui, mais j'aime la musique. Celle des autres, alors? Une musique qui viendrait se percher sur mon accompagnement comme une broderie au bord de vos mouchoirs. Mais il est fou. Mais nous ne sommes hélas pas brodeuses, monsieur le musicien. Va plus loin, pauvre bonbonnette. Va encore plus loin, chercher encore avec ta patience d'inlassable joueur de trombone. Cherche. Si vous le voyez avancer dans la ville, le pauvre bonbonnette. Son manteau est encore humide et lui glace les épaules et le dos. Il n'a pas dormi, pas mangé depuis 2 jours. Ses joues sont plus rouges que jamais, mais c'est parce qu'il a la fièvre. Il marche dans les ruelles de la petite ville. Les ombres ont fait un grand demi-cercle derrière lui sans qu'il s'en doute. De nouveau, la nuit va venir. Il marche, il déambule, sans essayer de jouer les 2 notes que personne n'aime, que personne ne peut aimer, puisque c'est un simple accompagnement. Presque un bruit de pas, sans personnalité, sans visage, souvenir d'un voyageur éloigné. Pourtant, ses bras se cramponnent aux boîtes des instruments de musique comme des racines d'arbres. Ses jambes avancent avec l'infatigabilité mécanique des insectes. Il est tard maintenant. Les habitants de Villefroide ont allumé les lampes dans leur cuisine. Dans la rue, Bonbonnette est seul. Quelquefois, il croit avoir fait peur aux autres et il se redresse. Bien plus souvent, il se sent abandonné et il étouffe dans le sillage encore bruissant des gens rentrés chez eux. Le voici sur une place où la lune blanchit les pavés et le flanc d'une tour. C'est une très ancienne tour, aussi lisse qu'un tronc d'arbre. Pas une fenêtre, pas un recoin pour s'abriter du vent. Bonbonnette tourne, passant du cercle éclairé par la lune à l'ombre qui s'allonge, et soudain, ses genoux se plient. Il lâche ses instruments de musique. Il tomberait s'il n'était adossé à la tour. Immobile, même dans le regard, il respire à peine pour ne pas rompre l'équilibre provisoire de son corps. Au-dessus de lui,
l'horloge de la tour s'est mise à sonner 11 heures. Tout le monde est allé se coucher. Tout le monde dort sous les édredons chauds. Là-haut, les étoiles sont comme les notes blanches d'un grand piano noir éclaté. Il n'y a pas de musique. Plus de musique possible. Le piano est cassé et les notes voyagent. Graines blanches de la musique. L'engourdissement a envahi Bonbonnette. Il caresse dans sa poche le cadeau de l'oiseau. Il parcourt cette petite étendue lisse, douceur qui n'a pas pris de forme, mais malléable sous les gros doigts courts du joueur de trombone. Oh, je n'ai pas une main de harpiste, de vraies petites pattes de cochon cuit. Mes pauvres doigts, ou des andouillettes. Bonbonnette dort écroulé au bas de la tour. Il est tombé du côté de l'ombre, mais peu à peu, la clarté de la lune s'est avancée vers lui, lentement, très lentement. Et c'est comme un cortège où il n'y aurait que des reines en robe blanche qui s'approchent sans bruit du pauvre musicien déambulant. Les rayons de lune traînent leurs traînes sur Bonbonnette, font luire ses grosses joues, et aussi le cadeau sans forme de l'oiseau qu'il tient au bout de ses doigts et qu'il pétrit inconsciemment. Minuit. Qui fait ce bruit? Ce sont les rouages de l'horloge, une très ancienne horloge. Et comme chaque jour, à midi et à minuit, une petite porte va s'ouvrir tout là-haut, dans la tour, et des petits personnages en bois vont sortir. Ils représentent les 4 saisons. Voici d'abord 5 petits enfants qui se baignent dans une rivière. Voici un char empli de foin, traîné par 4 bœufs. Voici une table entourée de buveurs à moustaches qui lèvent les bras en cadence pour boire le vin nouveau. Voici dans une plaine blanche de neige où se dresse un arbre noir, mort, une fille aux cheveux si longs qu'ils la couvrent complètement. Lentement, la procession tourne autour du cadran. Les personnages sortent par une porte, rentrent par une autre. Les jeunes baigneurs du printemps ont déjà regagné leur chambre dans la tour. Le char des moissons de l'été vient d'en faire autant. Le dernier des buveurs de vin d'automne a tendu une dernière fois son bras muni d'un pot d'étain, et puis il est parti à son tour. La poupée aux longs cheveux, muette, s'avance, raide, vers la petite porte de l'horloge où elle va disparaître. C'est la chanson des couturières de la ville, celle que le carillon martèle chaque jour à midi et à minuit. Elle est très ancienne, aussi ancienne que l'horloge et la tour. On l'entendait déjà faire résonner l'air de neige qui paraît jaillir d'une source de bulles aériennes ou glisser dans l'air tiède de l'été entre les champs des grillons et ceux des sauterelles, à l'époque où la forêt des arbres qui parlent n'était qu'un plateau crayeux, sans même un arbrisseau ou un brin d'herbe.
et Bonbonnette se réveille. L'horloge que la lune éclaire cliquette et grince de tous ses rouages ingénieux pour faire rentrer les personnages dans la tour. Et voici que la petite fille aux longs cheveux s'est arrêtée. La machine est-elle détraquée? Non. Écoutez. Devant la tour, la route passe, devient plus mince que mon fil. Route qui cousait tout l'espace, cousait la terre au toit de tuiles, et fait un grand ballon des champs et des maisons portés par ma chanson. Dans l'air tout bleu des cieux sans fond. La lune passe maintenant derrière des nappes de nuages sableux d'où tombe une pluie très fine. Il y a eu des pas précipités sur les pavés de la rue. Un homme, habillé d'une longue houppelande à capuchon pointu, s'est avancé à grandes enjambées. Son costume est tout vert sombre, encore obscurci par la pluie et la nuit. Comment se fait-il que la poupée ait chanté l'air des couturières? Les habitants de Villefroide ont le sommeil d'un bœuf qui vient de faire 18 heures de labour. Et quand ils s'éveilleront, il leur faudra encore une demi-heure pour se lever. Car ou bien ils auront peur, ou bien ils auront froid. C'est ainsi qu'apparut aux oreilles de Bonbonnette une chanson qui était celle des anciennes couturières de Froideville et qui pourtant lui paraissait être la plus belle de toutes les chansons. Bonbonnette ne chercha pas à comprendre. Vous venez d'entendre « Fermez vos cahiers » avec le concours de Jean Negroni, René Clermont, Jean-Jacques Steen, Bernard Calais, Édith Loria, Rosine Favet, Sabine Ravel, Suzanne Michel, Jean-Louis Maury. Chef opérateur du son René Cambien, collaboration technique Bernard Galli, assistant Daniel Long, réalisation José Pivin.